Et on va commencer par allez, les flops, on se garde le meilleur pour la fin. David, on commence avec toi. C'est quoi ton flop de la semaine, toi, David? Alors, mon flop de la semaine, c'est le chaos technique infligé à Cédric Doumbé dans son combat face à Baki. Ouais, Alors, je ne sais pas si vous avez regardé le combat, mais si vous ne l'avez pas regardé, je vais vous le résumer en 2 secondes. Donc, Cédric Doumbé-Baki, c'était le combat au sommet de MMA de la semaine entre les deux combattants français en PFL. Et Cédric Doumbé a été victime d'un coup du sort. Il a eu une écharde qui lui est rentrée dans le pied, dans le doigt de pied. Et donc, il a regardé l'arbitre, un peu décontenancé par son problème, qui l'empêchait de combattre, évidemment. Quand tu peux plus poser le pied au sol, tu peux plus combattre. Et l'arbitre lui a poliment rappelé, dans un premier temps, qu'il était interdit à un combattant de demander à se faire cesser le combat. Ça s'apparente à un refus de combattre. Donc, il a continué un peu, mais avec difficulté. Et puis, quelques instants plus tard, Baki, à son tour, s'est tourné vers l'arbitre en disant, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Le gars peut plus combattre. Et donc, les deux combattants se tournaient vers l'arbitre et l'arbitre a décidé un chaos technique, c'est-à-dire une défaite infligée à Cédric Doumbé, l'équivalent d'un refus de combat. Donc, cette décision, je la trouve litigieuse à deux endroits. La première, c'est que bien sûr, l'arbitre avait tout à fait le droit, c'est lui qui est le maître à bord, de décider d'arrêter le combat 1 seconde et de faire examiner le pied par un médecin. Mhm. Ça, il avait le droit de le faire, hein, comme quand un combattant est ouvert, par exemple, à l'arcade. L'arbitre va arrêter le combat 2 secondes pour que le médecin puisse regarder la blessure, par exemple. Il ne l'a pas fait. Premier problème. Et deuxième problème que je vois, c'est que l'écharde, c'est un élément extérieur. Or, le règlement stipule certes que le combattant n'a pas le droit de demander un arrêt, mais le règlement stipule également qu'un élément extérieur est de nature à arrêter un combat ou même à susciter un no contest. Donc une écharde, par définition, c'est un élément extérieur. Donc c'est pas un élément extérieur aussi spectaculaire que si quelqu'un avait pénétré dans l'octogone, par exemple, mais c'est un élément extérieur quand même, une C'est écharde. ça. Donc je trouve que ce chaos technique est extrêmement dur, pour ne pas dire scandaleux. Et du reste, Cédric Doumbé va faire appel pour demander à ce que ce soit requalifié en no contest et non pas en défaite. Et ouais. Voilà. Tu penses qu'il y aura une revanche entre les deux? Il y aura une revanche. Il y aura une revanche quoi qu'il arrive. De toute façon, c'est même pas une Oui, je revanche, pense. hein, Oui, c'est c'est un recommençage un du match qui rematch, a pas quoi. eu. Un Voilà. rematch. Une reprise. Mais moi, j'avais une petite question, je voulais me faire l'avocat du diable. C'est que enfin, ce sont on est d'accord qu'ils sont professionnels. Surtout Doumbé, on l'a plus vu dans ses trash talks que dans une cage. Comment c'est possible d'avoir une écharde alors que Alors, le ring il est pas en bois, enfin je sais pas. Et il s'en est ah, pas mais rendu compte avant, je sais pas. c'est la chose qui me choque le plus, c'est que manifestement, le ring a été mal nettoyé avant le combat, parce que pour qu'il y ait une écharpe qui traîne sur le sol, c'est qu'il n'y a pas eu de coup de balai de passé, tout simplement, hein. Mais c'est toujours possible. Une écharpe, c'est un micro bout de bois qui peut sortir de n'importe quelle Mhm. chaussure, de n'importe qui. C'est toujours possible, évidemment, mais D'ailleurs, effectivement, c'est d'ailleurs, l'organisateur qui le fait. d'ailleurs, en parlant de ça, certains sur Twitter ont jeté la pierre sur Tony Parker qui avait fait voilà, un petit passage juste avant et qui était monté sur ring du coup avec ses chaussures et qui s'est fait d'ailleurs copieusement siffler par le public du PFL. Donc voilà, autre chose que je voulais mentionner. En Euh, fait, n'importe qui a perdu une écharpe depuis une chaussure, hein, évidemment. Un petit bout de- Incroyable. Non, le scénario était quand même dingue. Après, dernière chose, est-ce que c'est pas aussi, c'est plus du show, surtout en France, que réellement un sport. En tout cas, c'est mon avis. En tout cas, entre les deux pour l'instant. Parce que Mhm. quand je vois leur classement, Doumbé est quand même, je crois, 124e français, tout ça. Donc bon, là. Est-ce que c'est pas aussi fait pour, entre guillemets, clairement, qu'il y ait un deuxième combat? Non, mais de toute façon, ils auraient fait un rematch, quel qu'aurait été l'issue du combat, mais sauf que là, c'est même pas un rematch, Parce que c'est un là, au renouvellement final, d'un combat. on est obligé d'en faire un, quoi, entre guillemets. Et donc, Mm. ça va amener aussi bah, du public, encore du trash talk, encore la billetterie. Enfin, je vois un peu, je suis l'avocat du diable, mais c'est quand même assez bizarre, voilà, quoi. Ça n'a pas été fait exprès, non, mais par contre,
Ça n'a pas été fait exprès du tout. Par contre, s'il avait gagné Doumbé, il avait déjà prévu le combat suivant. Là, du coup, ses plans tombent à l'eau. Il doit refaire un match contre Baki. Voilà. Mais après, le fait que ce soit du spectacle, ça, il n'y a pas d'ombre d'un doute. Le fait aussi, moi, j'ai beaucoup entendu que, d'un point de vue technique, un combattant n'a pas le droit de demander à ce que le combat s'arrête. OK, tout le monde lui est tombé dessus. Tous les arbitres se sont tenus par le coude en disant le règlement a été respecté. Mais bon, justement, là, on nuit au spectacle quand c'est un élément extérieur qui vient perturber un combat, parce que c'est pas à la loyale que Cédric Doumbé a perdu ce match-là, pas du tout même. Hmm. Mais Ok. voilà. Après, c'était un match sur lequel il y avait beaucoup de hype. Après, je pense que Baki Oui. aurait pu l'emporter à la loyale, et ça, même pour Baki, ça lui a enlevé une victoire à la loyale. C'est pas bien pour ni pour l'un ni pour l'autre, en fait. Oui, parce que le combat était assez serré. C'était limite même Baki qui avait. Moi, j'ai regardé un petit peu. C'était limite même Baki qui avait un petit peu l'avantage, quoi. Doumbé, c'est un peu plus, on va dire, réveillé. Je pense qu'il l'a laissé un peu venir dans le premier round. Mais après, je trouve il s'est bien débrouillé. Ce qui se passe, c'est que Doumbé, c'est un striker. Et donc, si un combattant comme Baki est suffisamment malin pour éviter les coups, pour éviter la longe, bah, en technique pure, il est peut-être meilleur combattant MMA que Doumbé, qui vient pas du MMA à l'origine et qui a pas forcément toute la technique au sol d'un lutteur. Voilà. Très bien, très bien. En tout cas, voilà, on l'attendra, mine de rien, on sera sans doute devant cette revanche parce que ça restait un vrai main event. Ok, Greg, on passe à toi. C'est quoi, Greg, ton flop de la semaine? Qu'est-ce que tu as... Alors moi, mon flop, il va concerner Rafael Nadal, tout Ok. simplement parce que j'ai beaucoup de mal avec son calendrier, à comprendre ce qu'il veut faire. Donc voilà, donc rapidement, donc Nadal n'était plus revenu sur un court depuis janvier, où il a joué le tournoi de Brisbane, où il a perdu contre Jordan Thompson. Ensuite, il a donc déclaré forfait pour l'Open Australie. On l'a donc plus revu. Il a ensuite dit qu'il revenait pour Indian Wells, qui est quand même le premier Masters 1000 de la saison. En plus, maintenant, c'est sur 12 jours. Voilà, c'est quand même un endroit où c'est en plein désert, en Arizona. Donc, pour moi, c'est pas forcément même s'il adore ce tournoi, c'est pas forcément le meilleur endroit pour reprendre, surtout avec ses appuis, tout ça. Et en plus, Nadal, je pense, je sais pas si ça a échappé ou quoi à nos amis, mais Nadal a participé à une exhibition à Las Vegas dimanche dernier, où il a joué contre Carlos Alcaraz. Donc voilà, donc exhibition que les fans de tennis, on va dire, ont un peu critiqué, parce que c'était que pour de l'argent, on va pas se mentir. Et donc ensuite, il devait jouer donc Raonic quelques jours plus tard, et il a abandonné donc contre Raonic, enfin avant de jouer Raonic. Voilà. Donc le flop, j'ai du mal à comprendre son calendrier, sachant qu'on sait très bien qu'il est là pour gagner les JO et gagner Roland-Garros, ou du moins c'est son Graal absolu, son rêve. Et j'ai du mal à comprendre ce calendrier. Voilà, venir à Indian Wells et donc à Las Vegas pour faire une exhibition et ne pas jouer le tournoi. Donc voilà, et je trouve que c'est un flop parce que je trouve ça dommage de sa part. Voilà, même s'il avait signé, je pense, un contrat depuis bien longtemps pour l'exhibition de Las Vegas. Ça, je n'en veux pas parce qu'on le ferait tous, moi le premier. Voilà. Mais bon, je trouve ça dommage parce que pour son calendrier, c'est compliqué. Et le problème, c'est qu'il perd du temps dans sa préparation sur terre battue, quoi, qui est son réel objectif sportivement. J'irais même s'il n'y avait pas de match de tennis, moi. J'irais même s'il n'y avait pas de match de tennis. Moi, Ah ouais, moi non plus. Moi aussi, un petit billet pour Vegas, pourquoi pas. Non, mais du coup, juste pour. C'est vrai que j'ai pas ultra suivi là ces derniers temps son calendrier exactement comme toi, etc. Mais est-ce qu'il y a eu une communication sur un éventuel retour ou un autre tournoi Enfin, est-ce qu'il y a voilà, un retour pour Nadal là bientôt ou pas du tout? On sait pas. Pour le moment, sincèrement, pas vraiment. Maintenant, on sait que voilà, s'il n'a pas fait Indian Wells, c'est que déjà, il ne se sentait pas à 100% et c'est un compétiteur. Donc, un joueur comme ça, il n'est pas là pour faire un ou deux tours. Voilà. Et puis, je pense qu'il s'est dit aussi, voilà, il a essayé, je pense qu'il a joué à Las Vegas. Peut-être que, je sais pas, il a peut-être eu une petite douleur, même si c'était un match exhibition. Voilà. Et contre Alcaraz, donc. Et donc, non, il n'y a pas forcément poisson de retour. Maintenant, je ne connais pas son calendrier spécial, mais bon, s'il veut jouer à Roland-Garros et au JO, il va devoir passer par la terre battue, qui est son jardin. C'est là où il sent le mieux.
Donc voilà, maintenant, de là, le voir à Monte-Carlo, qui est le premier tournoi sur terre battue, et le troisième Masters de la saison, pardon, je sais pas. Voilà. Après, il sera sûrement à Barcelone, je pense, chez lui quand même. Enfin, tournoi qu'il adore. Voilà, à Rome, tout ça, je sais pas. Mais bon, voilà. Mais juste, mon flop, c'était un peu ce calendrier. J'ai du mal à comprendre un petit peu pourquoi avoir fait même ce voyage, entre guillemets, pour rien, quoi, tout simplement. Ok, très bien. Moi, de mon côté, j'ai eu un peu de mal à trouver un flop cette semaine et j'ai tranché pour Strasbourg, qui est l'équipe qui me donne, je pense, enfin l'une des équipes qui me donne le moins de plaisir à regarder là, dernièrement. J'ai regardé quelques matchs ces dernières semaines et c'est pas fou. Bah ouais, moi je suis pas. Encore une fois, en début de saison, j'avais mis que c'était. Je les avais mentionnés quand on avait fait. Je crois, Greg, je sais pas si tu te rappelles, quand on avait fait notre classement de l'année, tu sais, on avait mis les équipes potentielles déception, etc. Et je les D'accord, ouais. avais mis dedans. Parce que je pensais que et en fait ça même en les ayant mis dedans ils me déçoivent un peu notamment par le fond de jeu qui est je vais dire inexistant, c'est méchant mais c'est vrai c'est pas dingue quoi. Ce que met en place Vieira est pas fou et ça me déçoit pour une équipe qui À un point de la descente. Hein. Strasbourg, c'est exactement un point. c'est Du ça barragiste, non? Pas de la descente, du barragiste, non? Oui, un point du Ouais. barragiste, un point de la 16e place. un point de la 6e place. Ils sont 14e avec 26 points. Nantes en a 25. Après, c'est Metz avec 23. Enfin, je veux dire, c'est ultra serré. Et dans les prochains. Et surtout, enfin, c'était surtout sur l'état de forme actuel, parce que sur l'état de forme actuel, donc les 5 ou 6 derniers matchs, c'est la pire équipe de Ligue 1. Ils sont juste derniers. Et voilà, et cette défaite-là, donc contre. Cette dernière défaite là contre Monaco 1-0, bon voilà, perdre contre Monaco, c'est des choses qui arrivent à des gens qui peuvent arriver à des gens bien. Mais voilà, cet enchaînement avant même l'élimination contre Lyon, mais l'enchaînement Brest-Lorient et notamment la défaite à Lorient. La défaite à Lorient a fait mal. Là. Les concurrents directs pour le maintien, Montpellier, Lorient, Nantes, c'est des équipes qui vont s'en sortir normalement. Donc c'est vrai que Strasbourg là pourrait se retrouver dans la charrette là si ça continue comme ça. C'est ça. Mhm. Et donc là, voilà. Donc là, et tout pareil, tout ce qui se passe autour avec voilà, les supporters qui ont beaucoup critiqué là, Bluco là, très récemment en disant que voilà, c'est devenu Strasbourg. Enfin, ils veulent pas que Strasbourg devienne un club filial de Chelsea. Voilà, ce qui peut complètement se comprendre. Bah, je trouve que voilà, ce qui se passe à Strasbourg en ce moment, c'est pas. Ouais, ça respire pas comment dire, voilà, la sérénité, etc. Donc voilà, j'avais eu envie de les mentionner. On parle pas non plus beaucoup de Strasbourg. Et pour le coup, autant il y a des équipes qu'on a plus envie de louer, autant le travail de Vieira, pas trop. Et le départ de Matsels au mercato, là, au mercato d'hiver, perdre son gardien comme ça Ouais. pour la première ligue, ça fait pas, ouais, ça fait mal aussi. Donc, Après, pour en revenir à Strasbourg rapidement, c'est Vieira. Bon, certes, c'est pas un coach. Voilà, il va pas être coach de l'année. Le problème, c'est qu'il fait entre guillemets ce qu'il peut avec ce qu'il a. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, de toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu. Regarde, on ne s'est pas concerté en plus. C'est ça le pire. Quel était mon flop la semaine dernière? C'était Chelsea. oui, c'est Qui vrai. est propriétaire de Chelsea? C'est Bluco. Quel est ton flop aujourd'hui? C'est Strasbourg. Qui est propriétaire? C'est Bluco. Tout simplement, malheureusement, le projet, il n'y en a pas, comme disent les supporters. C'est un peu comme l'OL avec Textor, même si l'OL, l'avantage, c'est que c'est le club, entre guillemets, fanion Et oui. de Textor. Voilà. Sauf que Strasbourg, ça ne l'est pas. Et en fait, l'objectif, c'est de prendre des jeunes. Voilà. Alors, à laisser servir au Brésil, mettre 20 millions. Donc, comme ça, Chelsea achète les joueurs et ils les reprêtent à Strasbourg. Ils font une, voire deux saisons correctes. Voilà. Et derrière, ils repartent. Soit ils les revendent, soit ça sert à Chelsea. Voilà. Et le problème, c'est que Strasbourg veut vendre, et à l'image de Cels, enfin, veut vendre. L'objectif est, entre guillemets, de vendre tous les joueurs d'expérience. Sauf qu'en Ligue 1, voilà, quand tu perds un Matsels, quand tu perds un Djikou, ils ont perdu Sanson aussi en début de saison. Gamero, ils ne vont pas le prolonger. Là, j'ai vu, il est en fin de contrat. Voilà, parce que de toute façon, il ne leur apportera plus rien en termes d'argent. Voilà. Et le problème, c'est que tu n'as pas de joueurs d'expérience qui connaissent la Ligue 1.
Et avoir que des jeunes, c'est très compliqué. Et là, tu flirtes de plus en plus avec la ligne rouge. Après, Voilà. c'est vrai que Matsels, c'était difficile de refuser au joueur qui a demandé son bon de sortie. Le gars a toujours été impeccable, c'était le capitaine du club, Ouais, il a mais toujours été irréprochable. C'était difficile de le problème refuser de le Sels, départ. c'est pas son départ. En fait, c'est surtout la manière et la date. Il part 4 ou 5 heures avant la fin du mercato. Que tu puisses le Ouais. vendre. Mais c'est ça le problème. Et sauf que, vu que Strasbourg, entre guillemets, est sous la bannière de Bluco, donc Chelsea, ils peuvent plus rien faire. Et voilà. Et c'est Chelsea qui a fait le transfert au final. Faut pas rêver. Hmm. Ouais, voilà. Ouais, bah, je pense Et que les c'est à supporters ne Strasbourg, il y sont a, pas. il y a une bonne base pour travailler, il y a un super public, il y a un beau stade. Je pense ils vont juste rebondir, reconstruire une nouvelle équipe et puis repartir Il sur un nouveau. faudrait qu'ils ont des jeunes de talent, mais le problème, c'est que ces jeunes-là, il faut les encadrer. Et c'est pas en restant un an dans un club. Voilà, il y a 2, 3 Brésiliens, des bons Brésiliens, hein, mais le problème, c'est que pas en restant un an dans un club, surtout ça se trouve, ils s'en fichent de Strasbourg complètement, que ça va marcher, quoi, tout simplement. Hmm. Enfin voilà, ok, bah écoute, très bien. On va passer pareil, au top, du coup, maintenant. Et pareil, je commence par toi, David. C'est quoi ton top de la semaine, toi? Alors, mon top de la semaine, donc, c'est au départ le bon résultat d'ensemble des clubs français en Coupe d'Europe, dont on va reparler. Donc, Ouais. PSG, Marseille, Lille, qui ont fait vraiment des super matchs. Bravo. Mais, mais à l'intérieur de ce top-là, j'avais remarqué une petite info qui avait été soulignée par Nasser El Khelaifi, le président du PSG. C'est que le 11 aligné par le PSG face à la Real Sociedad était le plus jeune 11 de la saison en Ligue des Champions. Et ça m'a interpellé, cette petite stat, parce que le PSG était historiquement considéré comme un club de pré-retraités. On a beaucoup glosé sur les âges de Neymar, Messi ou même Ibrahimovic en son temps. Et surtout, on se rappelle de l'anecdote de David Beckham qui était venu faire une petite pige ridicule en toute fin de carrière. Et donc, ce club qui était considéré comme un club de pré-retraités devient un club de jeunes, le PSG. Et ça, c'est extrêmement encourageant pour la suite et pour le fait de s'inscrire dans une trajectoire de créer quelque chose, de garder les joueurs plus longtemps et de constituer un vrai collectif avec un entraîneur dont on connaît l'appétit pour le collectif. Donc cette G qui était pas forcément, qu'on voyait pas forcément, bah voilà, maintenant c'est une réalité et c'est mon top de la semaine. C'est une petite info qui m'a marqué. Bah, c'est vrai qu'à part Hernandez, ils ont recruté quand même de jeunes joueurs, parce que ce soit Ugarte, même Dembélé, hein. Alors, on en parle depuis 15 ans, mais il n'est pas si vieux que ça. Il est Colomboigny, toujours c'est jeune, ouais. pareil. Ils ont pris, même s'il est parti en prêt, l'Italien, là, N'Dour. Mhm. Ils ont Ah, pris ils ont pris Gonzalo Ramos, Gonzalo bien Ramos, sûr, c'est très Gonzalo jeune. Ramos, Et puis Beraldo. des joueurs qui étaient déjà là, qui sont restés comme Nuno Mendes et très jeunes, c'est un effectif de 20 piges, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est ça, ouais. Beraldo qui vient d'arriver, qui est titulaire désormais, c'est Il y a vraiment un effectif Moscardo très aussi, très il y a jeune. Moscardo qui va venir pour la saison prochaine, qui a que Voilà. 18 ans. Vitinha, je crois qu'il Donnarumma est pas vieux non plus, hein. Et puis Vitinha, Zaïre je crois Emery, qu'il bon, doit voilà. avoir 23, 24 ans, ouais, Vitinha. Ouais, ouais, Vitinha, Vitinha, pas. il est jeune aussi. Ouais, tout à fait. Et puis bien Vitinha est sûr, là, Bradley Barcola aussi. 24 ans. Et Barcola. Barcola, voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve. Vraiment, c'est construire à partir d'un effectif jeune, une équipe qui pourrait donner le prime de son rendement peut-être dans 2, 3 saisons. Donc ça, c'est la première fois que le PSG travaille comme ça. Mm. Et dernière info aussi, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une grosse rumeur comme quoi, donc jeudi, Didier Deschamps annonce sa liste. Et moi, j'ai vu qu'il y aurait une rumeur comme quoi il pourrait appeler Bradley Barcola. Bien sûr, bah, c'est presque sûr. Bradley Barcola, il fait un début de saison exceptionnel. Donc, Hein, donc, comment tu veux ne pas le prendre, j'ai envie de dire. Il serait, juste comme ça, par curiosité, il serait à la place de qui, du coup parce bah, que je sais pas, hein, Kingsley Coman, je sais pas où il en est, on le voit plus, je sais on le pas. voit plus, ouais. Moi, c'est ça. Coman, il est blessé, non? Il revient de blessure, je sais pas. Quelque Je chose sais plus, qui. je le vois plus avec le Bayern, donc c'est possible qu'il soit blessé, mais voilà.
Il est peut-être sorti sur blessure. Ouais. Ok, très bien. Ouais. Du coup, oui. Du coup, il y a fortement moyen. Juste, du coup, David, maintenant que là, aujourd'hui, tu es là, on en a parlé la semaine dernière de la gestion de Mbappé. Du coup, j'avais juste envie d'avoir ton petit ressenti là, comme ça, à chaud, surtout que il a remis sur le banc, Enrique, il a remis sur le banc ce week-end. J'avais envie de avoir juste avoir ton ressenti. On sait que voilà, tu as une affinité Pour le coup, ça va de pair avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire que là, il l'a dit à plusieurs reprises, Luis Enrique en interview, faut qu'on commence à s'habituer à jouer sans Mbappé, puisqu'on sait qu'il sera plus la saison prochaine. Et donc là, s'habituer à jouer sans Mbappé et avec un effectif jeune qui aspire à devenir un collectif huilé, ça a vraiment tout son sens. Et j'applaudis des deux mains, comme la plupart des supporters du PSG, j'applaudis des deux mains le cran qu'a eu Luis Enrique d'envoyer Mbappé sur le banc pour des matchs avec moins d'enjeux en championnat, puisque 10 points d'avance en championnat, c'est quand même confortable. Très bien. Et dernier petit truc. Du coup, ça va être quoi pour l'année prochaine, justement? On sait qu'il va être plus là, Kylian. Ça va le remplacer par quoi? C'est quoi le but là? C'est prendre une star ou continuer à miser Justement, sur la jeunesse? ce qui est très intéressant, c'est qu'on commence déjà à se poser la question qui doit-on recruter pour remplacer Mbappé? Mais je suis à peu près persuadé que la réponse n'est pas celle-ci, et que la réponse c'est plutôt par quel collectif tu Comment remplaces jouer? Mbappé. Et notamment le fait de redonner du temps de jeu à Gonzalo Ramos, qui avait eu un peu un faux départ au PSG avec des rendements un peu moyens. Ça va vraiment dans le sens de cette histoire-là. C'est-à-dire que c'est un finisseur, Gonzalo Ramos, il faut le mettre dans un collectif. Il n'y a pas forcément besoin de recruter. Ils ont recruté 2 avant-centres. Pas forcément besoin de recruter un poste pour poste Mbappé pour le remplacer. Je pense qu'il faut plutôt renforcer toutes les lignes. On parle de Lenny Yoro en défense centrale, par exemple. Donc avoir une défense centrale, Lenny Yoro, Beraldo la saison prochaine, par exemple, ça rajeunirait encore plus l'effectif. Un milieu de terrain peut-être plus régulier qu'Ougarté en milieu récupérateur. Et puis peut-être un meneur de jeu pour avoir un peu plus de variété en attaque, mais pas forcément un attaquant pur dans le profil de Mbappé, pas forcément un buteur. Moi, je pense qu'il y a moyen de marquer beaucoup de buts avec Gonzalo Ramos et Randal Kolo Muani, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, Mais ça va venir. Ça peut venir. Voilà. Ok. De toute Très bien. façon, Mbappé, tu peux pas le remplacer. Clairement, c'est un mec qui te met 50, voire 55 buts par saison. Donc, Ronaldo, quand il est parti du Real, ils l'ont pas remplacé. Ils ont trouvé des solutions alternatives. Non, Voilà. mais les exemples sont nombreux parce que même moi, là, cette semaine, en top, avant du coup d'en parler juste après, mon top, ça a été longtemps Tottenham. Et Tottenham a perdu Harry Kane qui était presque chaque année le meilleur buteur de Première Ligue jusqu'à l'arrivée d'Haaland, évidemment. Mais il a été souvent, et en tout cas, il a enchaîné les saisons à 30 buts, etc. Et tu le remplaces par le collectif. Il y a Son qui est très fort, mais il y a plus... les joueurs autour marquent et tu remplaces par le collectif et le collectif marche bien. Et Tottenham marche bien cette année à l'image du beau 4-0 qu'ils ont infligé à Aston Villa et qui les replace bien comme il faut dans la course à la Ligue des Champions. Donc voilà. Ok. Ouais. Très bien. Greg, à ton tour. C'est quoi ton top, toi, Moi, mon top, donc David parlait de MMA, donc je voulais aussi parler d'un autre Français, Benoît Saint-Denis, voilà, qui alors donc a perdu son combat contre Dustin Poirier, qui est vraiment une des légendes, on va dire, du MMA, voilà. Le combat était donc aux États-Unis, en Floride, voilà, et Benoît Saint-Denis a perdu, mais sur un KO au deuxième round, mais avec les honneurs, voilà. Comme l'a dit Dustin Poirier, il lui a même rendu hommage, il lui a dit que ça a été entre guillemets compliqué, il a dû s'employer, voilà. Donc je voulais lui rendre hommage parce que voilà, c'est un peu la hype, hormis Doumbé Baki, mais c'est un peu la hype aussi du MMA français, et c'est bien qu'un combattant de 28 ans, en plus, voilà, il est jeune pour le MMA, donc c'est bien qu'un combattant de 28 ans se fasse un peu connaître hors de nos frontières. Et voilà, et puis hâte de voir ses prochains combats parce qu'il va aussi nous faire aimer, je pense, le MMA, tout ça. Voilà. Ok, très bien. C'est vrai qu'on parle beaucoup de MMA, mais ça a été un week-end chargé en sport de combat. Ça a été un Ouais, parce week-end. qu'il y a eu
Il y a eu aussi le Ngannou Joshua, là, magnifique Ah KO ouais. de Joshua, ouais, au match en boxe anglaise, pour le C'est coup, clair. mais C'est clair, c'est clair. Donc ouais, non, ça a été un beau week-end de sport de combat, hein, bien chargé. Ok, bah, écoutez, moi, mon top à moi, pareil, on va du coup, pareil. Encore un autre sport par lequel on va passer. Moi, c'est de la Formule 1. La semaine dernière, j'avais mentionné Alpine dans mes flops. Et cette semaine, j'avais envie de souligner la magnifique, je trouve, magnifique performance d'Oliver Berman. Je sais pas, ouais, Oliver Berman, ça doit être ça. Voilà, donc pilote Ferrari de 18 ans, 18, de 19 ans, enfin voilà, qui a marqué ses premiers points, qui a remplacé Sainz au pitbull. enfin voilà, à l'heure en fait, le week-end, enfin la veille, il savait pas qu'il allait rouler en F1. Qu'il allait rouler en F1 du coup le samedi, j'allais dire le dimanche, mais c'était samedi, donc voilà, il savait pas. Donc voilà, pour la petite histoire, juste Sainz, il a dû être opéré de l'appendicite, etc. Donc il a pas pu monter dans sa monoplace. Et c'est Oliver Berman, du coup, qu'il a remplacé, tout jeune rookie. Et donc, il a marqué, en fait. Et il a marqué des points. Il a terminé 7e. Maintenant, il est 10e sur la grille, enfin, au classement général. Il est 10e. Donc voilà, la performance, je la trouve monstrueuse. Je crois que ça faisait plus de 50 ans qu'il n'y avait pas un rookie qui commençait en fait sa carrière chez Ferrari. Donc voilà, tous les rookies commençaient ailleurs, entre guillemets, avant d'arriver chez Ferrari. Et c'est le premier depuis 50 ans, si je ne me trompe pas. Donc c'est assez monstrueux. C'est aussi le troisième pilote le plus jeune à piloter en Formule 1. Après, je crois que c'est Verstappen et Stroll et Oliver Berman, du coup, troisième. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur lui, mais voilà, je trouvais que en plus, donc le circuit de Jeddah qui est pas du tout le plus facile, un circuit où je crois que c'est le circuit avec la vitesse de pointe, enfin la vitesse moyenne la plus haute, pardon. Voilà, je pense que c'était un sacré défi physique, un sacré défi technique aussi pour ce jeune pilote anglais. Et voilà, et j'avais envie de le souligner. Ça va être, enfin, voilà, encore une fois, dans une F1 où les places sont de plus en plus chères, et on a parlé aussi la semaine dernière avec Greg et Nico de la silly season et de la saison prochaine où il y a plein de dominos qui vont bouger, il y a plein de pièces qui vont bouger parce que le mercato va être fou en Formule 1. Et Bierman, il s'affirme là comme, on va dire, un candidat crédible à un baquet l'année prochaine.